Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ferveur, le podcast qui s'intéresse au supporterisme, quel que soit le sport et quel que soit le lieu. Dans Ferveur, vous êtes libre de vous exprimer comme vous le souhaitez et nous allons aller à la rencontre de passionnés pour comprendre qui ils sont et comment s'exprime le rameau pour un athlète, une équipe ou une nation. Le compte de Batum. Allez, petit gars, allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. Le football est un sport animé par une grande dualité sport-business, sport populaire. On décrit souvent les acteurs du monde du football comme déconnectés de la réalité, et dans le même temps, l'ancrage populaire du football n'est plus à démontrer, étant le premier sport en France en nombre de licenciés, d'abonnés ou de supporters. La majorité de nos clubs sont détenus par des fonds d'investissement ou des actionnaires privés et souvent fortunés. Pourtant, depuis quelques années, un nouveau mouvement émerge au sein de nos clubs, celui de l'actionnariat populaire, issu d'un mot plus connu dans le monde du football, les socios. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Michel, secrétaire de la Fédération des socios de France, qui va nous éclairer sur ce terme d'actionnariat populaire. Bonjour François, comment vas-tu? Bonjour Arthur, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va apprendre à te connaître un petit peu plus et savoir ce que tu fais. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es, ce que tu fais et ton rôle dans la Fédération des socios? Alors donc, François, je suis à la base représentant des socios nîmois au sein de la Fédération des socios de France. Socios nîmois qui s'appellent de leur petit nom les Croco-socios, parce qu'il faut bien trouver des trucs un peu rigolos et qui permettent de se démarquer. Sûr. Et je suis également au sein de la fédération secrétaire, du bureau, au sein du bureau de la fédération. Ok, ça c'est une activité bénévole que tu fais. Ouais, absolument. Ok. Du coup, les crocos, pour rappel, les crocos, c'est le nom, le surnom plutôt des supporters nîmois. Supporters de Nîmes depuis combien de temps? Bah, pour le coup, depuis ma plus tendre enfance, parce que ça fait partie des premiers souvenirs que j'ai en foot, c'est être allé au stade avec mon père. Donc, ouais, pour le coup, je commence à plus être si jeune, donc depuis bientôt une trentaine d'années. Ok, bon, on a connu des meilleures périodes sur le club de Nîmes qu'en ce moment, Ouais. on va pas s'étendre, y remuer le couteau dans la plaie. Euh, du coup, tu es secrétaire, tu l'as dit, de la Fédération des socios de France. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Quelles sont les origines en fait de cette fédération et quel est son impact à l'heure actuelle? Ouais. Alors, cette fédé avait fait, dans un premier temps, a consisté en une sorte de regroupement un peu informel de différentes associations de supporters. On s'est réunis pour la première fois en octobre 2023 à Paris. Il y avait eu en fait une proposition de réunion, voilà, je te dis, très informelle qui avait été lancée par Jérémy Châtonnier, qui est à l'heure actuelle président de la Fédé des socios de France, et qui à l'époque l'avait fait d'une façon bénévole, ouverte à l'ensemble des groupements socios qui existaient en France. C'est une rencontre qui s'était faite à Paris, dans les emprises du Paris Olympique Club, le PUC, qui se situe dans le 13e arrondissement. Et on avait en fait regroupé différentes assos qui en étaient à des niveaux divers de la réflexion. Il y avait certaines assos comme les sociaux chauds, dont on pourra reparler ultérieurement, qui venaient tout juste de faire leur sauvetage du club. Il y avait également les socios Club Bastier qui, eux, étaient déjà bien implantés dans leur club. Et puis des associations qui en étaient à des degrés divers. En l'occurrence, les socios verts, dont s'occupe Jérémy, ils en sont encore au stade de projet. Ils font pas encore partie intégrante du CA du club de l'AS Saint-Étienne. Ou pour parler de l'exemple que je connais le mieux, les Crocos Socios à Nîmes, nous, on est un groupe, si tu veux, de supporters qui s'est structuré, mais on en est encore à un stade associatif où on ne fait pas partie des instances dirigeantes du club. Et le but de cette fédération, puisqu'on s'est regroupé, on a un petit peu échangé nos expériences, nos attentes, nos incertitudes aussi, parce que c'est un mouvement qui est encore naissant, on aura l'occasion de le développer. On a décidé de se grouper en créant cette fédération qui donc a pris officiellement le nom de fédération et s'est officiellement lancé peu de temps après, hein, c'était en février de l'année suivante.
Euh, on a vraiment démarré en fait nos activités, commencé à essayer de se faire connaître. Et le rôle de secrétaire, moi, que j'ai accepté de prendre au sein de cette fédé, bah, c'est essentiellement pour l'instant du relationnel, hein. On est trois personnes dans le bureau, donc Jérémy Châtonnier, j'ai cité, qui est le président, également responsable de l'animation des Socios Verts à Saint-Étienne, et puis Théo Ambruster, qui est trésorier et qui lui fait partie de l'équipe qui était à la base du projet Socio Show. Donc lui, voilà, c'est plutôt un socialien. Et tous les trois, on est avec d'autres collègues, d'autres associations, on est un peu à la manœuvre pour essayer de faire vivre cette fédé, essentiellement par le biais d'échanges de pratiques, d'échanges d'outils concrets aussi, de conseils juridiques, tout un tas de sujets comme ça. Et l'essentiel de l'activité de la fédé pour l'instant, en plus de ces échanges de pratiques qu'on a entre nous, eh ben, c'est d'essayer de se faire connaître, notamment auprès de clubs qui sont potentiellement en difficulté ou qui veulent, ou auprès d'associations qui ont vocation à mettre en avant le modèle de l'actionnariat populaire au sein de leur territoire parce que leur club est mal en point ou parce qu'ils ont envie de s'investir dans la vie de leur club au quotidien. Super. Très clair pour moi. Peut-être que pour nos auditeurs, on va élargir un peu le sujet. Euh, on a parlé de sociaux, tu viens de parler d'actionnariat populaire. Quel terme on doit employer aujourd'hui? Ouais, c'est la bonne question à poser pour remettre les choses au clair. Quand on parle d'actionnariat populaire, je trouve que c'est un terme qui a le mérite de vraiment être transparent. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est à l'heure actuelle avec un paysage du foot français et international où la grosse majorité des clubs sont détenus par des grandes fortunes, hein, des fonds d'investissement, ou des hommes d'affaires ou autres, hein. L'idée d'actionnariat populaire, c'est au contraire de se diriger vers un modèle économique où chaque supporter pourrait devenir propriétaire d'une frange plus ou moins importante du capital du club. En ce qui nous concerne, on est plutôt sur des idées de parts très minimes, hein. Il s'agit évidemment pas de demander à chaque supporter de Saint-Étienne, de Sochaux, de Nîmes ou de Nancy de racheter le club avec son livret A, mais plutôt d'essayer par le biais souvent de levée de fonds. C'est souvent ce modèle-là qui a été choisi par les associations de supporters, par le biais de levée de fonds, d'essayer de mettre sur pied une dynamique et puis derrière de réunir des fonds qui peuvent permettre à un instant T d'entrer au capital euh, avec évidemment la somme d'argent la plus conséquente possible pour ensuite peser, euh, de réclamer une place au sein du conseil d'administration du club et essayer à terme de pérenniser cette place d'un représentant des supporters au sein des instances dirigeantes du club. Quand on parle de socios, par ailleurs, ça renvoie plutôt à le mot socios, socio, euh, vient de l'espagnol et là, ça renvoie plutôt à des modèles qu'on connaît tous si on connaît un petit peu le paysage du foot en Europe. Ça renvoie plutôt au cas du Real ou du Barça, même si à l'heure actuelle, le club européen qui possède le plus de socios, c'est Lisbonne, en l'occurrence. Et Ok, où le là, Benfica du coup? le Benfica, ouais, Benfica Ok. Lisbonne. Euh, mais si on prend par exemple l'exemple des socios du Barça, on a tous un peu en tête ce que ça représente, c'est-à-dire c'est un supporter qui chaque année est amené à donner une somme d'argent et puis qui ensuite peut avoir davantage d'infos sur le fonctionnement du club, peut voter pour l'élection du président et puis a sa place réservée au Camp Nou pour les matchs de son équipe. Euh, Quand on parle d'actionnariat populaire, ça peut renvoyer à d'autres modèles. Il n'y a pas que le modèle espagnol, il y a également le modèle allemand qui fonctionne de façon un peu différente. Il y a également des clubs en Angleterre où les supporters ont intégralement relancé ou pour certains clubs où ils font partie du capital. Enfin, voilà, c'est un paysage qui est en fait assez divers. Et c'est vrai que finalement, bah, c'est une des questions qu'on se pose à la Fédé à l'heure actuelle, hein. Socios, ça a le mérite de renvoyer justement ce que je disais à l'instant à des exemples et à un imaginaire assez concret qui parle aux amateurs de foot.
Mais c'est pas si simple que ça. Typiquement, les modèles qu'on a commencé à développer en France, c'est pas du tout sans comparable, c'est pas la même échelle que le Barça, évidemment. Donc il y a encore à l'heure actuelle un enjeu autour d'un modèle de socio à la française ou d'actionnariat populaire à la française qu'il nous faut affiner et qu'il faut rendre un petit peu plus connu au niveau national, quoi. Tu as cité l'exemple de l'Allemagne également, sans être un spécialiste, et tu vas pouvoir m'aider. Je pense que c'est le système du 50 plus 1 qui est abordé en Allemagne. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui serait, est-ce que tu peux rapidement nous l'expliquer? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être adapté en France, par exemple? Mhm. Voilà, pour l'Allemagne, la règle du 50 plus 1, ça renvoie au calcul des parts propriétaires au sein du capital d'un club. Ça veut dire que n'est pas, c'est pour le coup, c'est inscrit dans la loi en Allemagne. Il n'est pas possible pour un club donné d'avoir son capital détenu à plus de 50% par un même actionnaire extérieur à l'association qui est à l'origine du club. Ce qui donc doit garantir une place conséquente, si ce n'est majoritaire, euh, d'associations de supporters qui sont elles-mêmes membres qui sont elles-mêmes à l'origine du club en question. Ce qui veut bien dire, enfin, c'est un exemple intéressant à plusieurs égards. Ça montre d'une part que le législateur peut avoir sa place là-dedans. Euh, En France, je pense que ça fait partie de nos axes de travail, hein, clairement, à la FSF, c'est de se dire, porter ce sujet de l'actionnariat populaire au niveau politique, faire une sorte de lobbying pour que ce soit plus connu, pour que, le cas échéant, il puisse y avoir des propositions de loi qui soient montées, qui soient proposées, et que, le cas échéant également, certains politiques intéressés par le sujet du sport, de la gestion du supportérisme et de la question du patrimoine immatériel que représentent nos clubs de foot puissent s'en emparer et puissent essayer de le défendre. Donc ça prouve que le fait d'inscrire des éléments assez concrets dans la loi, c'est un modèle qui fonctionne. Et puis par ailleurs, l'exemple allemand montre que c'est un modèle qui peut fonctionner très bien, c'est-à-dire à la fois fonctionner au haut niveau, puisque là on parle de clubs, voilà, des clubs comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund, on sait qu'ils ont eu, mais pas que, hein, il y a bien d'autres exemples en Allemagne de clubs qui ont réussi au très haut niveau européen en fonctionnant avec ce modèle-là, même si, c'est une petite incise, même si certains clubs et certains dirigeants aimeraient remettre en cause cette règle. Euh, et donc c'est bien la preuve qu'on peut parvenir à une exigence de haut niveau, même avec la part belle faite aux supporters. Et puis ça prouve tout simplement que de notre côté, il y a clairement un modèle à creuser si on veut peser d'un point de vue politique. Ok, je te remercie. J'ai noté quelque chose qui m'intéressait, je voulais en discuter avec toi. Mhm. Aujourd'hui, quand je regarde les entités de supporters liées à des clubs accompagnés par la fédération aujourd'hui, je trouve qu'il y a un dénominateur commun entre Bordeaux, Bastia, Saint-Étienne, Guingamp, Sochaux, Nîmes. C'est que, toute proportion gardée, ce sont des clubs qui ont compté au très haut niveau, qui sont des clubs parfois même emblématiques français, je pense à Saint-Étienne et Bordeaux, et Ouais, qui sont un peu dans le creux de la vague, voire tout en bas de la vague. ouais. Je pense à Mhm. Bordeaux évidemment. Est-ce que aujourd'hui, ça veut dire que les clubs qui sont un peu en difficulté, que ce soit sportive, financière, juridique, vont essayer de se tourner vers l'actionnariat populaire faute de mieux, j'emploie un peu des mots forts, mais Mhm. faute de mieux, ou alors parce que il y a un vrai souhait de la part des équipes dirigeantes de se rapprocher de leur empreinte locale, en fait, on va dire. Ouais, c'est une vaste question, mais qui tape juste. Bah, écoute, là, à l'heure actuelle, bien sûr, tous les exemples que tu as cités. En l'occurrence, le seul contre-exemple à l'heure actuelle, c'est Saint-Étienne, puisqu'ils ont réussi à remonter en Ligue 1, mais Tu as raison. ils fonctionnent pas exactement avec le système de l'actionnariat populaire, c'est encore au stade du projet. Mais bref, sur le fond, tu as complètement raison. Les clubs qui ont effectivement basculé dans un système avec une part plus ou moins importante d'actionnariat populaire, ils sont à un niveau enfin, ils ne sont pas au top niveau français, pas au top niveau national. Les clubs qui concrètement fonctionnent des supporters au capital à l'heure actuelle, on les a cités, c'est Sochaux, Bastia, et puis il y a également le FC Rouen.
qui est concerné. Ils sont en national. Sochaux, Rouen, c'est national. Bastia, c'est Ligue 2. Et puis, il y a dans un modèle un petit peu différent qu'on pourra développer ensuite, qui est à part, il y a Guingamp également, qui a un groupe de socios, les Calonnes, qui ont abondé au capital à un moment donné, mais eux, ils ne font pas partie du CA du club. Enfin bref, il y a des nuances suivant les différentes situations, mais en tous les cas, il y a effectivement un dénominateur commun qui est qu'on est plutôt sur du moyen, voire bas niveau national. Euh, et Nîmes, que j'ai pas cité, tu l'as dit, on est complètement dans une phase de reflux à l'heure actuelle. Il y a évidemment, c'est une évidence, une part d'urgence à l'heure actuelle dans le recours à l'actionnariat populaire. Les clubs qu'on a cités, Bastia et Sochaux, qui sont un peu les précurseurs du modèle en France, ils ont eu recours à des levées de fonds auprès de leurs supporters et donc à une volonté de se tourner vers une part d'actionnariat populaire au moment où ils étaient menacés de liquidation ou alors post-liquidation. Bastia, en l'occurrence, c'est les socios, les supporters ont remis la main sur le club après la liquidation administrative du club, je ne sais plus en quelle année c'était, 2017 ou 2018, je crois, euh, pour en fait repartir de zéro. Repartir de zéro, c'est-à-dire repartir de l'association. Il n'y avait plus de section pro, ils sont repartis de leur centre de formation et de leur association. Et d'une certaine façon, ils avaient la place nette pour mettre le pied dans la porte, si j'ose dire. Sochaux, c'est un peu similaire, mais ils étaient dans une phase une menace de liquidation administrative. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait appel à une levée de fonds qui a été un très grand succès populaire et qui leur a permis de se sauver, puis derrière de trouver un nouvel investisseur, etc. Donc effectivement, à l'heure actuelle, c'est une évidence, l'actionnariat populaire est plutôt vu comme une façon d'éviter la disparition d'un club. Et c'est le cas le plus récent qu'on ait eu, c'est Bordeaux, où effectivement les Girondins socios qui se sont constitués tout récemment, eh ben, se sont constitués dans une idée d'éviter la disparition pure et simple de leur club. Et le fait d'essayer de maintenir vivante une flamme qui par ailleurs menaçait de s'éteindre. Et tout l'enjeu qu'il y a autour de l'actionnariat populaire et un de nos axes de travail, c'est d'effectivement maintenir cette idée que euh, le recours aux supporters, enfin, les supporters vus comme dernier recours, c'est une chose et c'est pas négatif. Hein, c'est bien la preuve que on est, nous, supporters de nos clubs respectifs en France, un petit peu les derniers irréductibles qui restent quand tout le monde s'est barré, hein, quand il y a un dirigeant euh, qui s'en va dans des conditions plus ou moins douteuses ou après des actions plus ou moins contestables, et ben, les supporters ils vont rester là. Quand les employés vont être mis à la porte les uns après les autres, comme on l'a vu à Bordeaux, il y a eu un article récent dans l'Équipe qui est très, très poignant à cet égard-là, hein, des employés du club qui se font du jour au lendemain, qui perdent leur emploi alors qu'ils étaient là depuis des décennies. Ben, c'est une réalité économique. En revanche, bah, le supporter, il reste parce que un club de foot, et ça c'est tout aussi c'est une de nos lignes, de conduite. Un club de foot, c'est plus qu'une entreprise. C'est un élément essentiel dans un paysage. J'ai mentionné tout à l'heure le fait la notion de patrimoine immatériel. C'est un élément de patrimoine local, c'est un élément d'identification, c'est un élément de souvenirs personnels. Enfin voilà, ça, je prêche un convaincu, hein, mais et j'imagine que ceux qui nous écoutent le sont également. Mais c'est le recours à l'actionnariat populaire, c'est en quelque sorte rendre aux supporters la place centrale qu'ils méritent d'avoir dans la mesure où ils sont le socle et la cheville ouvrière d'un club. Euh, Cela étant dit, effectivement, il faut dépasser cette seule urgence, je pense, et œuvrer pour faire en sorte que l'actionnariat populaire soit aussi vu comme un recours possible dans un cas où le club se porte pas si mal. Et c'est en ça, je terminerai là-dessus, qu'on peut évoquer l'exemple de Guingamp, où là, en l'occurrence, le projet dit des calonnes. Calonne en breton, ça veut dire le cœur. C'est intéressant. Donc, les calonnes, c'était ouvrir en fait la possibilité pour des supporters de l'En Avant Guingamp de faire une participation financière qui ensuite était utilisée pour des projets plutôt à destination du centre de formation de l'EAG, qui est un excellent centre de formation français d'ailleurs, où ils ont une académie qui est remarquable dans le travail qu'ils font, et notamment le maillage du territoire en Côte d'Armor, c'est un acteur essentiel.
Euh, Derrière, il y a eu une réalisation symbolique qui est très chouette devant le stade du Roux-de-Roux qui s'appelle le Mur des Calonnes, où tous les supporters qui ont donné via ce projet ont leur nom qui figure la devanture du stade. Ça, c'est un bon exemple d'un club qui se tourne vers ses supporters et qui leur ouvre en quelque sorte qui leur fait une place, alors même que pour le coup, Guingamp n'était absolument pas menacé de rétrogradation, ni au niveau administratif, ni niveau sportif, quoi. En effet, tu as raison. Merci pour l'évocation de tous ces clubs. Euh, Tu disais que tu prêches un convaincu. Pour l'anecdote, l'idée de faire ce podcast qui s'appelle Ferveur et qui met en avant les supporters de tout sport vient de la base du rachat de Sochaux, Mhm. où ça fait un moment que je suis le sport, je suis fan de sport, mais je dirais pas que j'avais perdu foi dans l'image populaire du sport, mais en tout cas sur le football, ça commençait à s'effriter un peu et de voir justement un tel élan populaire. Même si l'idée n'est pas aussi simpliste que de se dire que c'est les supporters qui ont sauvé le club, mais dans les grandes lignes, on peut quand même résumer ça à ça. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie justement de donner la parole à des supporters et de laisser la place là-dessus, parce que je pense que le supporterisme populaire n'est pas mort. Bah, Euh, juste, carrément. justement, à l'heure actuelle, là, ça fait un peu plus d'un an que vous existez du coup au niveau de Ouais. la fédération. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez et où est-ce qu'on vous retrouve dans 2 ans? Alors, opportunité et difficulté, on va dire. Alors, au niveau des axes de travail, des perspectives, alors c'est pas encore tout à fait officiel, mais normalement, on devrait se retrouver prochainement au mois de mars pour une AG extraordinaire qui devrait avoir lieu à Sochaux. Donc ça nous permettra déjà j'ai pas encore, on n'est pas encore tout à fait calé avec eux, mais c'est grâce au big up aux socialiens parce qu'a priori, ils vont pouvoir nous organiser une AG très chouette avec possiblement passage au stade, etc. Donc ce serait vraiment super si on pouvait faire ça. Donc ça, une AG, ce serait en quelque sorte l'occasion de renouer avec la vocation première de cette fédé qui est des partages d'expériences, des mises en commun, une interconnaissance, parce que ça fait partie des enjeux prioritaires, ça c'est que l'ensemble des groupes socios puissent se rencontrer, puissent échanger. On a des axes de travail aussi au niveau communication, parce que bon, pour l'instant, étant donné qu'on fonctionne essentiellement au niveau bénévole, bah, voilà, on est tous accaparés par nos vrais jobs, accaparés aussi par nos assos respectives. Moi, je suis par ailleurs également secrétaire côté collectif des Crocos Socios à Nîmes. Donc, bon, voilà, on a tous du pain sur la planche et pas forcément autant de temps qu'on souhaiterait à consacrer à la Fédé. Donc là, il faut qu'on planche sur un plan de communication, sur une clarification de nos prises de position, sur ce genre de choses. Là, à l'heure actuelle, on a un compte LinkedIn qui tourne assez bien, que si les gens veulent venir nous voir, on a également un compte sur Twitter. On a un site internet qui est encore un peu en chantier, qu'il faudrait largement améliorer. Voilà, ça fait partie des choses très concrètes sur lesquelles on planche. On aimerait pouvoir rendre plus visible et plus utilisable une boîte à outils à destination de différents groupes socios en gestation. J'ai cité les Girondins socios tout à l'heure. Là, ben, eux, ils se sont tournés vers nous justement au moment où ils étaient en train de se mettre en route. Et du coup, on a quand même pu les accompagner au niveau conseil, au niveau notamment juridique, sur les formes à choisir pour leurs associations, ce genre de choses. Euh, Tout ce volet juridique, c'est également un chantier. On a, et c'est heureux parmi nous, des avocats, des juristes qui peuvent apporter une expertise. On aimerait travailler, on l'a cité tout à l'heure, un des objectifs à terme, alors difficile de donner un calendrier, mais à terme, on aimerait pouvoir travailler sur une proposition de loi qui puisse être soumise à l'un ou l'autre de nos députés avec lesquels on est déjà en lien, ou avec certains sénateurs parlementaires qui sont déjà partie prenante des débats publics sur le foot et sur le sport en général. Ok, top. Et dernière chose dans les opportunités, justement, on a l'ouverture progressive à d'autres sports, parce que le modèle de l'actionnariat pop et des socios ne regarde pas que le foot, même si c'est le sport le plus représenté à l'heure actuelle. On a notamment parmi les membres du CA de la Fédération des socios un représentant des Aginum, qui est un groupe de socios du club de rugby d'Agen. Voilà, donc ça D'accord. existe aussi dans le rugby. Il y a des projets dans le basket et le hand. Et je pense à titre perso, ça c'est
une idée que j'essaye de développer depuis un certain temps. Je pense que pour être davantage visible à un niveau national et même au niveau lobbying politique, le fait d'en passer par d'autres sports serait une bonne stratégie. Parce que c'est des sports qui sont potentiellement moins soumis à des logiques économiques, comment dire, on est sur des enjeux un petit peu moindres au niveau somme que ça représente. Donc finalement, c'est des portes d'entrée qui pourraient être très intéressantes pour nous à essayer d'explorer. Voilà. Et en deux mots, les difficultés, les écueils auxquels on se trouve confronté, bah, ça peut être dans un premier temps les timings de nos associations respectives, puisque évidemment, entre un groupe de supporters qui est déjà au CA de son club et un qui bataille pour réussir à avoir un rendez-vous auprès de l'adjoint au sport de la mairie ou des relations publiques du club, bah, évidemment, le poids n'est pas le même, le poids économique n'est pas le même, le- comment dire, l'expérience de travail n'est pas tout à fait la même non plus. Donc il peut y avoir voilà une difficulté des fois pour accorder nos agendas, accorder nos comment dire nos attentes tout simplement. Et puis par ailleurs, bon, à un niveau plus macro, ça, bah, les difficultés, on les a déjà abordées un petit peu à mots couverts, mais on est clairement sur un modèle qui est encore en gestation à l'heure actuelle en France. Il faut trouver des solutions pour pérenniser ce modèle dans la durée. C'est un modèle sur lequel il ne faut pas se leurrer, hein, c'est extrêmement exigeant. Celui qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, je pense, c'est celui de Bastia, puisque donc ils sont en Ligue 2, et c'est un modèle, c'est un système qui commence à avoir fait ses preuves sur quelques années. Il faut savoir que ça appelle une participation financière chaque année des personnes qui se déclarent socios du SC Bastia. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est exigeant, qui réclame un suivi dans la durée, qui réclame une implication. Pour que ça fonctionne bien, il faut aussi qu'il y ait toute une équipe de gens qui soient très actifs au sein des collectifs pour abonder, pour trouver des idées de projets auprès des centres de formation, etc. Euh, et des participations financières qui, à l'échelle de groupes socios regroupant des individus, restent malgré tout peu compatibles avec un très haut niveau d'exigence au niveau footballistique, évidemment. Et là, on retombe sur comment dire, disons, la contradiction fondamentale de tout supporter, et là-dedans je me mets moi aussi, hein. Je suis attaché à l'idée d'un foot populaire, tu le citais tout à l'heure, moi aussi, hein, c'est ça qui m'a fait reprendre espoir un petit peu dans la mélasse de ce qui est devenu le foot business. Mais voilà, j'aimerais qu'il y ait un modèle comme ça qui puisse se développer au niveau national. Mais en même temps, j'ai la fibre supporter chauvine. Si demain il y avait un mec avec plein d'oseille qui rachetait le Nîmes Olympique et qui faisait revenir des bons joueurs, d'une certaine façon, je serais très heureux aussi, tu vois. Bien sûr. Donc il faut trouver le juste milieu entre toutes ces choses-là, évidemment. Je comprends le retour de TJ. Ah putain, m'en parle pas. Bah, en tout cas, on le souhaite aux supporters nîmois. C'est le rendez-vous habituel de ce podcast. Je vais te demander, François, de remonter dans le temps et de me donner un événement sportif passé, foot ou autre, auquel tu aurais aimé assister. Donc malheureusement, tu n'as pas pu y assister pour une raison X ou Y. Quel serait-il? Bah écoute, tu cites à l'instant TJ et TJ Savanier. J'ai pas pu assister pour une raison d'orga de travail toute bête, parce que je suis un Nîmois exilé. Je n'ai pas pu assister au derby Nîmes-Montpellier de la saison 2018 en Ligue 1, le un partout au Costières avec but de Loïc Landre sur corner de TJ Savanier avant que ce cher TJ ne nous fasse la tangente et ne traverse le Vidourle pour aller à Montpellier. Ça reste un vrai regret parce que bah, mon père était au stade, tous mes potes étaient au stade et moi j'ai suivi ça de loin. C'était un peu un crève-cœur. Voilà. Donc ça c'est un événement qui est relativement récent, mais où je donnerais cher pour avoir vu ce match en direct. Ouais. Je comprends bien. Loïc Landre, ça me fait évader sur de jolis souvenirs. Si je prends l'effectif Nîmois 2018, je pense qu'en effet, il y a deux, trois personnes que j'ai oubliées, tous les gars étant Ouais, Paquier, ouais, ouais. etc. De, Ah, exactement. Ouais. de jolis noms. Merci beaucoup, François, pour ton temps. On arrive à la fin de cet échange. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi, au niveau olympique et à la Fédé? Bah écoute, de continuer sur la lancée qui est la nôtre et puis d'essayer de capitaliser sur des petits succès au fur et à mesure. Je pense que c'est un projet au long cours, mais qui est motivant et sur lequel je pense qu'il y a de belles choses à faire.
On fait comme ça reste un joli mot de la fin. Merci encore pour ton temps et de nous avoir Merci à éclairé toi. sur ces sujets d'actionnariat populaire. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bonne fête à tous.